sait que M. Lagardère, il a vendu des systèmes d'armement. Posséder une chaîne pour enfants et parler de guerre à côté, je veux bien, hein, c'est un concept de société, peut-être, tu vois. On est toujours dans le même complot, Voilà, c'est ça. la famille. Voilà, Kanaji, RFM, tout ça, ça. C'est un oligarque tchèque. Je crois que c'est la 4e ou 5e fortune de la République tchèque. Ouais, des petits cadeaux entre amis, tu vois. Ça fait penser à Jean-Claude. Le retour devant Europe 1, les amis. Ah, là, tu me parles de Bilderberg, ça c'est pas mal ça. Les croustillants, c'est bon à manger ça, Trichet. Alors effectivement, aujourd'hui on a du monde avec nous, donc on fait notre petite tournée amicale habituelle. On fait la visite. Je monte. Eh oui les amis européens, ben oui monsieur Apathy, tu crois qu'on allait te lâcher? Mais on sera toujours là pour toi. Mais nous on veut te voir maintenant, tu vois, à force de passer devant chez toi comme ça. On va te serrer la Voilà, paluche. et tu manges bien à la gamelle en ce moment. Et nous on voulait te voir, parce que toutes les émissions que t'as fait, t'es même passé chez Hanouna. Mon Dieu, quelle déchéance pour toi. Quelle déchéance, Même lui il était pas bien, on l'a senti. Quelle déchéance, Qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans? Hein? Tu vas bouffer avec Hanouna maintenant? Jean-Mi, merde. C'est bien, ouais, Jean-Mi. Reviens à la raison. Apparemment, il est très très fort. Ah, Jean-Mi, ouais. Il est parti tout fier. Bonjour. Je regarde où là en fait ici oui. C'est ici. On est en deux D'accord, lives simultanés, mais voilà. Si on peut te filmer. Donc monsieur Lucien Cerise. Alors, je vous écoute. Est-ce que tu peux nous présenter déjà un peu ton travail pour ceux qui nous regardent, le peu qui nous regardent Oui, alors bon après quelques années à l'université, donc je me suis spécialisé sur les questions d'ingénierie sociale. En gros, bon, je me suis spécialisé sur les questions de stratagème, parce qu'en fait c'est ça, l'ingénierie sociale, c'est un peu la formalisation scientifique de ce qu'on appelle les stratagèmes depuis Sun Tzu, hein, par exemple, ou depuis la controverse entre Socrate et les sophistes. Donc la notion de stratagème, effectivement, peut avoir une application rhétorique, notamment, hein, et donc médiatique, hein, puisque bon, et c'est pour ça que là on est devant le bâtiment qui abrite Europe 1, Virgin Radio, Lagardère, Gulli, Canal J, MCM. oui, voilà, toute une série de un médias. gros pôle médiatique comme le campus Altis qu'on vient de visiter. Voilà. Tous ces médias ont pour fonction d'imposer une pensée unique et une pensée par un sentiment de normativité. Hein, c'est-à-dire que, en gros, les idées, enfin les valeurs qui sont véhiculées dans les médias sont indiscutables. De fait, elles ne sont pas discutées, puisque les gens qui sont contre n'ont pas les moyens de répondre. C'est la grosse différence, hein, entre les réseaux sociaux où c'est interactif, enfin Internet quoi, en général, quoi, et puis les médias conventionnels où on est abreuvé d'un flux d'images et de mots, et où on n'est pas en mesure de répondre, par définition. Puisque devant la télé, je veux dire, c'est à sens unique. Hein. Ouais. Donc, bon, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un monopole symbolique des médias conventionnels c'est-à-dire ils contrôlent le robinet. Et ils peuvent, de ce fait, imposer, donner l'impression d'une norme sociale, d'une norme axiologique, c'est-à-dire de ce qui est normal au niveau des valeurs. Et si vous ne respectez pas cette norme, vous êtes mis au banc, hein, vous vous sentez en minorité. C'est-à-dire que la fonction des médias, c'est de mettre en minorité psychologique la majorité. C'est de réussir à inverser finalement le rapport minorité-majorité. Un stratagème bien connu, hein, pour les révolutions colorées notamment, c'est de réunir 15 personnes, de les filmer en gros plan et de dire, voilà, ils étaient 150 000, par exemple. Hein, ça a été appliqué maintes fois pendant les printemps arabes ou dans les pays de l'Est à l'occasion des diverses opérations de changement de régime, style révolution colorée en Ukraine ou en Géorgie. Donc ça c'est aussi le côté comment dire le double tranchant, hein, aussi des réseaux sociaux, hein, c'est que ça peut être aussi utilisé pour faire des informations, et évidemment, mais ils savent le faire. Voilà, et puis mais au moins on peut répondre. Ce que je veux dire, c'est que sur
sur un fil de discussion sous un article de désinformation, je peux dire bah, écoutez, je suis pas d'accord. Bon, je veux dire, c'est une petite victoire un peu misérable. En plus qu'il y a d'autres stratagèmes mis en place comme le shadow banning qui vous donne l'impression que vous avez répondu mais que vous êtes seul à voir votre réponse et personne d'autre ne la voit. Si vous avez été repéré par le webmaster, enfin par l'administrateur du site. Voilà, donc bon, tout ça pour parler un petit peu des médias et comment effectivement utiliser les réseaux sociaux à notre profit. On peut effectivement donc appliquer les techniques des révolutions colorées, mais sans révolution colorée. Enfin, c'est-à-dire en fait pour faire financé par Soros, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, la technique en elle-même, elle est neutre. C'est juste que effectivement, les réseaux Soros peuvent mettre plusieurs millions de dollars ou d'euros pour payer des gens à poster des commentaires sur Facebook. Bon, nous, du fait qu'on n'a pas les millions, il faut être des millions, ça c'est un petit slogan que j'ai inventé, quand on n'a pas les millions, il faut être des millions, et ça peut compenser effectivement les millions d'euros, de dollars investis pour coloniser les fils de discussion sur Facebook par exemple. Donc bon, ça c'est quelque chose, je m'y suis essayé. Et donc pour voir un peu comment ça marchait, et donc j'ai un peu tâté de ce domaine-là, quoi. Donc mais en amateur, enfin je veux dire, j'étais payé par personne et certainement pas par les Russes. Ouais. Parce que bon, vu ce que on je est dis, tous payés par les Russes. oui, voilà, dire. en fait, oui, voilà. Donc effectivement, alors bon, il faut récupérer les techniques des révolutions colorées pour faire, là pour le coup, une vraie révolution. Justement, par rapport à ça, au-delà de la couverture mainstream des Gilets jaunes, qu'est-ce que tu penses du mouvement et où peut-il aller? De façon un peu succincte, mais... Alors le mouvement, là... On va dire le début, partiellement, et vraiment là où on en est, quelles sont nos possibilités pour arriver tout simplement à nous changer de paradigme, pour voir large, mais voilà. Bon, donc il n'y aura pas de révolution, effectivement, au sens d'un changement de régime rapide. Voilà. Les moyens ne sont pas là. Effectivement, on n'a pas les réseaux Soros et on n'a pas la CIA pour former des gens au combat de rue, comme en Ukraine, puisque bon, on sait qu'en Ukraine, depuis les années 90, il y avait des groupes dits nationalistes qui s'entraînaient dans les bois ou dans des espèces de camps scouts, mais scouts un peu musclés, quoi, à la technique du coup d'État. Et en 2013, pendant l'été 2013, il y a eu aussi le gouvernement polonais, lui, qui a carrément invité des Ukrainiens nationalistes pour les entraîner au baston de rue. Bon, auxquels ils étaient eux-mêmes déjà entraînés, puisque c'était essentiellement dans les milieux recrutés, dans les milieux hooligans, enfin des supporters de foot qui aiment bien faire le coup de poing après les matchs. Donc, mais bon, l'idée c'était de les cadrer, d'essayer de leur injecter dans le cerveau une méthodologie un peu plus rationnelle que de foncer dans le tas. Et le résultat, c'est qu'effectivement, au bout de 3 mois, le gouvernement, enfin le président légalement élu, il s'est cassé, quoi. Il est parti en hélicoptère et puis voilà. Donc ça a marché avec en plus effectivement les millions de Soros pour payer des manifestants et les mettre dans la rue. Donc nous on n'a pas tout ça, il faut se débrouiller autrement. C'est pour ça que ça prend du temps. Moi, il y a quelques années, j'avais proposé le concept de révolution lente, ce qui permet effectivement de rester concentré sur un objectif révolutionnaire. Après tout, je veux dire, le gouvernement ne cesse de nous critiquer, mais lui-même est issu d'une révolution. Les valeurs de la République et blablabla, etc., ça vient d'une révolution. Voilà, donc on est légitime à vouloir révolutionner la France, une fois de plus, à vouloir faire tomber ce régime. Nous sommes légitimes, pleinement légitimes. Nous sommes issus nous-mêmes d'une république défendue par Emmanuel Macron, qui elle-même est issue d'une révolution, et bien plus sanglante que ce qu'on a encore, que ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, avec des têtes coupées, faut le rappeler. Et donc, nous sommes légitimes à faire la révolution. Ça, il faut bien se mettre ça dans le crâne. Nous avons une légitimité totale, 100%, pleine et entière. À partir de là, bon, quels sont les moyens? Maintenant, quand on a un projet, il faut se poser la question de la faisabilité. Sinon, on parle, c'est les révolutionnaires de salon, on refait le monde dans les bistrots. Faire une petite parenthèse, c'est que nous, nos étapes révolutionnaires qui commenceraient, nous on travaille sur la destitution du président, donc en allant voir les députés, en se rapprochant auprès des bases militaires, symboliquement,
évidemment, mais dans un premier pas. Après, en commençant à préparer un gouvernement de transition par un plébiscite citoyen, et avec une finalité qui serait une constituante citoyenne et un peu la remise à plat des règles, tout en ayant cette gestion par ce gouvernement de transition. Bon, c'est un peu pour l'instant idéaliste, effectivement, mais c'est ce qu'on vise nous. Ouais. En fait, alors pour ce qui est par exemple du projet du RIC, ou RIP, là, il y a les deux acronymes en circulation, en fait, il ne faut pas attendre l'autorisation du gouvernement. Exactement. Enfin, je veux dire, on voit bien là, par exemple, ce qui se passe au Venezuela. Bon, on est dans l'autoproclamation. Enfin, je veux dire, Juan Guaido, là, il s'est autoproclamé nouveau président. Voilà, donc on est là vraiment dans les techniques de révolution colorée, mais qui sont des techniques révolutionnaires. Je veux dire, voilà, je m'autoproclame président légitime, alors que le type n'a pas été élu. Bon, ensuite, la question, c'est la loi du plus fort. Parce que qu'est-ce qui va faire la différence entre Maduro et Guaido? C'est si Guaido parvient à rallier l'armée. C'est-à-dire, en fait, voilà, bien sûr, le régalien, c'est lui qui fait basculer quelque part dans toute révolution. Voilà. Donc à la fin, c'est toujours la loi du plus fort, de toute façon. Et ensuite, comme disait, je ne sais plus, De Gaulle, je sais plus, l'intendant suivra. Quoi. Enfin, la loi s'adaptera à la loi du plus fort, en réalité, c'est toujours comme ça. Donc là on voit en direct en ce moment au Venezuela, là, Guaido a donné un ultimatum aux militaires et leur a donné 8 jours pour se rallier à lui. Bon, voilà, donc s'il arrive, il a gagné, s'il n'y arrive pas, il a perdu. Donc, c'est peu importe, enfin là, on va pas faire des plans sur la comète, est-ce qu'il va gagner ou pas, bon, c'est pas le débat. Là, c'est de voir en fait les techniques qui en elles-mêmes donc, sont neutres et qui peuvent être appliquées finalement dans une perspective positive pour nous. Oui. Donc en fait, autoproclamons-nous. Moi, j'avais mis un post sur Facebook, je lui ai dit, mais n'attendez pas l'autorisation du gouvernement pour lancer des RIC. C'est quoi ces conneries quoi? Enfin, certains ont déjà commencé d'ailleurs partout en France. Voilà. Et une fois que vous avez la majorité après votre scrutin, c'est légal, point barre. C'est vous la loi, fondamentalement. C'est vous qui décidez. Et ensuite, si le pouvoir n'est pas content, c'est tout, il va se faire voir. Ensuite, si le pouvoir envoie les forces de l'ordre, en réalité les forces du désordre, parce qu'en réalité aujourd'hui... Telles qu'elles sont utilisées. Voilà, ouais. Donc si le pouvoir envoie les forces de l'ordre pour vous taper dessus, eh bien ça déstabilise toujours davantage en réalité. Parce que ensuite, effectivement, forcément, il y a des membres des forces de l'ordre qui vont se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? En fait, parce que forcément, ils ont une vie de famille. On attend ça quelque part qu'ils posent leur casque, qu'ils se tournent d'un demi-tour et puis qu'on avance tous ensemble, on va dire vers l'Elysée pour ne pas reprendre M. Drouet, mais et qu'ils arrêtent le pouvoir. Voilà, et qu'ils arrêtent de se suicider comme des cons, parce que là ils servent à rien. Non mais c'est donc s'ils se suicident, c'est Alexandre Langlois qui expliquait ça sur Radio Courtoisie récemment, voilà, et qui disait oui en fait effectivement les gilets jaunes n'arrangent rien par rapport déjà au surmenage. Qui existait déjà avant. Les gilets jaunes, ça rajoute encore une couche de surmenage. Ça détruit les familles parce que en fait, les policiers n'ont plus le temps de s'occuper de leurs proches. Et puis ça détruit, ça provoque des dépressions, ça provoque des divorces, voilà. Et puis à la fin des suicides. Donc je dis message aux forces de l'ordre, mutinez-vous. Voilà, rebellez-vous contre votre hiérarchie qui est en train de vous tuer. Tout simplement, elle est en train de vous tuer. Là, vous êtes en train de vous suicider, mais vous vous suicidez parce qu'il y a des gens qui ont pris des décisions qui vous poussent au suicide. Évidemment, vous n'êtes pas en train de vous suicider pour le fun, pour vous amuser. Quoi. Vous vous suicidez à la suite d'un enchaînement de causes et d'effets, dont la première cause, en fait, c'est ce que les Gilets jaunes analysent, les plus intelligents d'entre eux. Je ne parle pas des Black Blocs qui, en fait, sont en réalité les vrais soldats de Macron. Ils voteront Macron en 2022, c'est certain, comme ils ont voté Macron en 2017. Ouais. Donc en fait, faut pas se laisser abuser. Les Black Blocs seraient des foulards rouges alors? Oui, voilà, oui, c'est l'équivalent, oui. Non mais c'est ça, ils sont macronistes, évidemment. Donc je parlais de quoi avant, la police ou je sais plus, bref, arrêtez de vous suicider, venez avec nous quoi. Voilà, on est très gentils, on ne mord pas. Et du coup, dans le cadre de ce basculement à venir où à un moment on pourrait récupérer quelque part les rênes, qu'est-ce que tu penses de l'armée, au-delà des forces policières? L'armée, est-ce qu'elle a un rôle à jouer avec les gilets jaunes, plus ou moins, dans ce changement de système tout simplement? Toutes les forces de l'ordre. Puisqu'en fait, c'est eux qui ont la force de frappe. C'est eux qui savent tuer. Parce que à la fin, tout se résume à ça. C'est les gens d'armes. Oui, voilà. Oui. Donc c'est eux qui savent tuer, c'est eux qui... parce que, malheureusement, et là je le déplore, les armes ne sont pas en vente libre en France.
Bon, sinon, ce serait autre chose. Hein. Ce Ouais, serait vraiment autre chose. Comme en Suisse, ils ont le RIC, qui votent leur loi sur certains cantons, etc. Et ils sont armés, les Suisses. Ouais. Donc l'État ne joue pas avec eux à essayer de les... Bon, ils le font quand même, évidemment, via la pression médiatique comme chez nous, etc. Mais ils jouent pas au malin. Après, bon, l'histoire des armes et des citoyens, c'est un débat d'ailleurs qui fera peut-être l'objet d'un RIC un jour, on ne sait pas. Mais c'est un vrai débat en tout cas. Surtout pour lutter contre l'oppression. C'est symboliquement le fait d'être armé. On a un rapport de force qui est tout autre de citoyen à citoyen et de citoyen face au pouvoir en place. Et effectivement, voilà, et tout ça, encore une fois, ça revient à reconnaître tout simplement que, effectivement, à la fin, c'est la possibilité de loger une balle dans la tête de l'ennemi qui règle les questions. Exactement. En fait, à la fin, c'est ça. Hein, on en revient toujours à ça. Là, j'entends le chant des partisans. Bon, ça me fait penser à un autre chant célèbre en France qui s'appelle la Marseillaise, qui nous ordonne de former nos bataillons, je le rappelle. C'est quoi le verset le plus célèbre de ce chant? C'est « Aux armes, citoyens, formez vos bataillons ». Donc encore une fois, je répète, nous sommes parfaitement légitimes à vouloir faire la révolution dans ce pays. Une révolution, c'est toujours un coup d'État, c'est toujours un putsch, hein, c'est synonyme tout ça en fait. Mais en fonction de la connotation qu'on veut donner, positive ou négative, on va parler de révolution pour donner une connotation positive. Pour certaines personnes, c'est négatif, et inversement, on va parler de putsch pour donner une connotation positive. Dans les milieux d'ultra-droite, c'est une connotation positive, enfin d'ultra-droite ou d'extrême droite ou nationaliste. Enfin, je veux dire, en France, suite à Charles Maurras, par exemple, qui a réfléchi sur les conditions de la révolution, en fait. Mais enfin, bon, il y a tout un tas de connotations des négatives, positives, qui sont un peu en miroir inversé, selon qu'on se positionne, à droite ou à gauche de l'échiquier politique. Bon, bref, ça, c'est pas le plus intéressant en réalité, parce que bon, l'idée ce serait d'aller au-delà de ça pour justement essayer de converger et arriver sur un mécanisme là, cette convergence des luttes, comme on dit à gauche, quoi. Mais aussi il faut réussir en fait à aller au-delà des clivages sémantiques qui précèdent les clivages ensuite politiques. Ce que les Gilets jaunes dans leur fondement ont réussi à faire quelque part par leur horizontalité et le fait qu'ils ne veulent pas être pris par une étiquette de gauche ou de droite, etc. Bon, avec le temps, ce qui est de moins en moins vrai, parce qu'on se rend compte que forcément toutes les cultures de droite, de gauche se raccrochent au mouvement, et donc en ressort toujours un peu ce biais cognitif de la politique partisane, voilà. Alors qu'on voudrait revenir vers une politique citoyenne à définir entre nous. Sur quoi on peut rebondir, donc un petit message positif, voilà, pour l'avenir des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on peut... Alors nous, par exemple, à notre petite échelle, dans notre petit groupe, on a notre propre plan, donc de monter des équipes, si tu as vu un peu notre travail, monter des équipes et de répercuter ça dans Paris pour avoir 100 équipes de 5, pourquoi pas à la fin, et faire un peu de l'info entre Gilets jaunes. Mais ce qu'on essaie en fait de faire partager aussi, c'est une stratégie de fond pour les Gilets jaunes qui sont encore un peu soumis aux têtes d'affiche, qui sont, je ne reciterai pas les noms, et donc à tous ces gens-là, voilà, une stratégie de fond et un appui positif que tu peux donner, voilà. Stratégie de fond, alors faut rester décentralisé. C'est les principes de guerre en essaim qui ont été théorisés au Pentagone notamment ou à la CIA, enfin, justement pour organiser des révolutions colorées. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment... Alors, je vais faire un peu de promo pour mon bouquin, là, mais retour sur Maïdan, guerre hybride de l'OTAN, où en fait je fais donc une analyse des deux révolutions d'Ukraine, révolution colorée, mais surtout la dernière, là, l'Euromaïdan, révolution de la dignité, ça c'était le nom officiel. Bon, je récapitule en fait tout l'historique qui a abouti à ça, et aussi bon, je mets en évidence un certain nombre de techniques et de concepts qui permettent d'organiser un mouvement révolutionnaire. Bon, mon intérêt pour l'Ukraine, enfin en tout cas pour les révolutions, les mouvements insurrectionnels en Ukraine, il vient essentiellement de mon intérêt en général pour la question révolutionnaire. Qu'est-ce qui permet effectivement d'en finir avec ce système totalement pourri, vérolé, qui est en train de s'effondrer. De
voilà. Et donc, comment accélérer l'effondrement, finalement, mais à notre avantage. Je veux dire, à la fin, il ne s'agit pas que ce soit effondré pour... Oui, parce que eux, là-haut, comptent aussi sur cet effondrement. Il est calculé et préparé avec une suite qu'ils veulent nous imposer. Et c'est comme ça que je vois les choses. Mais et c'est justement profiter de ce palier pour sortir la tête de l'eau et puis nous, en tant que citoyens, réussir à faire quelque chose. Oui, bien sûr, oui. Et en fait, alors oui, donc il y a probablement, oui, faire un calcul. Enfin, c'est comme par exemple, on sait que le FMI, dans son budget, calcule à l'avance déjà ce que vont coûter les émeutes que l'application de sa politique va provoquer. Ah, c'est énorme. C'est les IMF riots en anglais. Donc les riots, c'est les émeutes, quoi. Donc c'est les émeutes FMI. Et le FMI, dans son budget, enfin dans ses grilles prévisionnelles, anticipe sur les émeutes que vont provoquer. Les émeutes de la faim, par exemple, à Haïti ou dans divers pays, où en fait la politique du FMI est trop violente, s'applique trop violemment. Et donc ils anticipent là-dessus. Et donc évidemment, enfin, les techniques de gouvernance par le chaos anticipent évidemment le chaos provoqué par la politique du libéralisme sans limite et du capitalisme monopolistique, etc. Donc ça, effectivement, oui, c'est une réalité. Enfin, je veux dire, mais ensuite, ce qu'il faut, c'est par-dessus ce chaos contrôlé, rajouter notre chaos. Oui. Voilà, contrôlé par nous, ce coup-là. Exactement. Voilà. Et en fait, on n'a pas le choix. On va vers le chaos, de toute façon. Voilà. Donc faut l'accepter, c'est la donne. Chaos économique avant tout, de toute façon, avec ce qui s'est joué depuis tant d'années. Ce que je disais, on arrive un peu 10 ans trop tard, les Gilets jaunes. En 2007, déjà avec Sarko, on avait toutes les raisons d'aller dans la rue et de faire ce qui se passe là. Mais, Et une petite dernière question, qu'est-ce que tu penses du coup du travail d'Étienne Chouard? Parce que nous on est constituants, on vise la constituante citoyenne tirée au sort, de réécrire les règles du pouvoir sans laisser ceux qui vont l'exercer l'écrire, donc quelque chose quelque part de nouveau, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Le tirage au sort, ça me paraît un peu casse-gueule. Enfin, non, mais parce que c'est un peu l'organisation aléatoire de la politique. Je suis pas sûr que ce soit. C'est pas une instauration du tirage au sort partout. Par contre, pour prendre l'exemple de la Constituante précisément, le tirage au sort paraît, je dis bien paraît, indispensable dans le sens où une Constituante élue pose problème du fait du non-amateurisme de ceux qui vont écrire la Constitution. En fait, et par exemple, Étienne Chouard, depuis 10 ans, il organise des ateliers constituants à travers toute la France, prouvant que les gens, quand on leur donne matière à réfléchir sur les règles du pouvoir, ils ont toutes les idées, toutes les bonnes idées d'ailleurs, pour contrôler ce pouvoir. Et donc après l'utilisation du tirage au sort en politique, c'est encore une autre histoire, mais au niveau de la constituante, je le trouve assez justifié. Après, ça n'empêche pas des experts de participer à cette constituante de manière informative. Moi, je suis un adepte du localisme. Je pense qu'il faut. Parce que ça commencerait par le local, je pense aussi. Et je suis plus je suis un partisan en fait de l'expertise locale. Donc on sort effectivement de la bureaucratie qui croit pouvoir gérer des pays entiers depuis Bruxelles ou des régions entières depuis Paris. Non, ce qu'il faut, c'est redonner le pouvoir aux experts locaux. C'est-à-dire que les gens qui sont les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux. Voilà, et ils savent. Voilà. Donc c'est pour ça, moi le tirage au sort, je ne vois pas trop la pertinence du truc. Je pense qu'il faut aller vers l'expertise, mais l'expertise locale. Et que en fait les gens qui vont exercer le pouvoir soient issus d'une expertise locale. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je soutiens le RIC, parce que précisément ça permet de faire redescendre la création, les propositions de loi et l'application de la loi de manière justement localiste, locale, avec, il faut que ce soit contraignant évidemment, il faut pouvoir bloquer une loi votée au niveau national, il faut pouvoir la bloquer au niveau local, si on se rend compte qu'elle est nocive au niveau local. Ça, il faut que le RIC soit contraignant, évidemment, et il y avait un deuxième terme mais j'ai oublié, un deuxième, pour que ce soit vraiment intéressant, parce que sinon, si c'est juste des consultations comme ça, Alors, le RIC serait décisionnaire. Oui, voilà, ça, évidemment. Forcément. Et d'ailleurs, par rapport au RIC, ce qui est développé aussi, c'est au niveau local, d'avoir une assemblée du référendum tirée au sort
et qui, elle, discuterait de chaque référendum. Alors là, ça viendrait, en fait, si tu veux, par rapport au quorum pour lancer un référendum, si c'est 500 000, 800 000, 1 million de signatures, etc., on pourrait voir ça plus simple via des chambres de référendum tirées au sort en localité et avec des gens qui viendraient parler. En fait, ça sous-entend l'idée, entre guillemets, d'un RIC individuel, dans le sens où, par exemple, toi, tu as une super idée, tu vas voir la chambre du référendum et ils t'aident, toi, à monter ton RIC au niveau national, si c'est nécessaire, parce qu'il pourrait y avoir des RIC locaux sur une question précise qui ne toucherait pas le débat national. Du coup, des chambres tirées au sort de référendum qui jugent des référendums possibles et qui, par le tirage au sort, une des vertus du tirage au sort, ça serait qu'il n'y a pas de... On ne sait pas sur qui on va tomber, donc forcément, il n'y a pas de logique de partisans et de corruption via les tirés au sort. Oui, non, mais enfin, le tirage au sort, par exemple, pour constituer les jurys dans certains procès, bon, c'est un tirage au sort et ça a des vertus. Bon, mais je sais pas, enfin, bon, ça me paraît... comme ça permet d'instaurer une forme de neutralité, ça je suis d'accord. Mais bon, pour ce qui est en fait de la politique au sens politique bien locale, sûr, on ne fera pas un exécutif terrain, tiré au sort. Voilà, c'est pas question de ça, évidemment. Bon, après pour le reste, en fait, j'ai absolument aucun reproche à faire à Étienne Chouard, à aucun niveau. C'est juste ça. Bon, je suis sceptique sur la pertinence mais bien sûr, du tirage au sort. Il faut développer tout dépend de chose, l'échelle. Oui, c'est ça. Tout dépend. Bon, moi je pense qu'en fait les gens les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux, c'est les gens eux-mêmes, quoi, en fait, tout simplement. Donc effectivement, là, la démocratie locale doit absolument être relancée. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement lutter aussi contre les regroupements de communes, les communes de communes, enfin tous ceux-là qui visent en fait. Les régions qui vont. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Comité d'agglomération. Oui, voilà. Oui. Ça, c'est vraiment un poison, parce que en fait, ça va encore recréer de la verticalité, effectivement, de la centralisation, avec des individus qui habiteront quelque part et qui pourront décider pour des gens qui habitent ailleurs. Voilà, il y a un truc, c'est pas logique, quoi. Il y a un problème là, de stricte logique. C'est même pas de la politique, c'est encore en dessous. C'est même pas de la métapolitique, c'est juste de la logique. Je suis mieux placé que qu'un type qui vit au Japon pour savoir ce qui est bon dans mon quartier. C'est une évidence, quoi. Donc là, en fait, on essaye, le mondialisme et avec tous ces phénomènes là de concentration verticale, essaye de nous faire aller dans un sens qui n'est pas logique, donc qui n'est pas viable et qui aboutit à une idiocratie. Là, il y a Laurent Alexandre, là, le pape du transhumanisme en France, j'ai vu son qui raconte, qui essaye de sauver les meubles, parce qu'en fait, il essaye de sauver son idiocratie, parce que son système ne tient pas debout. Je veux dire, il s'adresse en fait à une salle de je sais plus quoi, de Normal Sup ou quelque chose comme ça. Une grande école. C'est tous des crétins, tous ces individus. On voit le résultat en France. Je veux dire, quand on voit la manière dont ce pays s'effondre depuis des années, justement parce qu'il est géré par des bureaucrates issus des grandes écoles, c'est la preuve en 2 secondes là que je viens de faire que tout le discours de Laurent Alexandre est débile au dernier degré. Enfin, le type simplement, c'est un bourgeois qui, faut oublier le transhumanisme, toutes ces conneries, quoi. Ça marche pas, ça marchera jamais, quoi. Donc c'est juste un bourgeois qui essaye de sauver les meubles de son idiocratie personnelle. Bon, lui est quand même pas trop con quand même. Je veux dire, il y a pire. Mais bon. En outre, dans son discours, à un moment, il dit qu'il veut pas nuire aux gilets jaunes. Il dit qu'il faut les rééduquer ou je sais pas quoi. Bon, mais en fait, bon, en fait, le problème, il est même pas là. Et le problème, c'est même pas qu'on a des oligarques qui méprise le peuple. C'est qu'en fait on a une idiocratie qui ne marche pas, qui est dysfonctionnelle et qui essaye à tout prix de finalement, c'est la wishful thinking, quoi. Enfin, en fait c'est de l'autosuggestion. Quand Laurent Alexandre fait ce grand discours là en parlant de ces élites qui sont les dieux et les gilets jaunes qui sont... Au moins il a le mérite d'être très honnête. Ouais. En fait déjà c'est une inversion de la réalité, premièrement, et deuxièmement, et je dis ça en fait c'est pas parce que je suis vexé, non, c'est juste des faits. Quand on voit la manière dont la France et le monde occidental en général sont gérés, on a la preuve factuelle que ça ne marche pas et que donc ces élites que Laurent Alexandre encense sont incompétentes. C'est juste ça, elles ne sont pas compétentes.
Et c'est juste un fait, c'est pas une vexation contre laquelle je m'insurge. Premièrement, et deuxièmement, donc en fait, il essaye simplement de sauver l'image de cette idiocratie, de s'auto-suggérer que finalement non, ce sont des gens brillants. Oui, puis de dire on a tout fait bien jusqu'à maintenant et on fait toujours bien, on continue, voilà. Et bon voilà, mais c'est que de la parlotte, quoi, c'est du blablabla. Au moment même où comment dire, Laurent Alexandre s'exprime, c'est le Titanic, quoi. Laurent Alexandre, c'est le chef d'orchestre du petit orchestre qui continue à jouer pendant que le Titanic s'effondre. Et c'est tout. Tout s'effondre autour de lui. Les murs de la salle où il parle sont en train de se décomposer, quoi. C'est frites, ouais. Non mais voilà, c'est énorme. Ouais. C'est vraiment ça. Enfin, quand j'ai vu cette vidéo, j'avais cette sensation physique. C'est le Titanic qui est en train de couler et puis l'orchestre, tout va bien, Madame la Marquise, la maison est en feu. Enfin, c'est la chanson là. C'est bien ton avis parce que les gens ne voyaient pas que ça comme ça. Ils étaient un peu ultra choqués pour la plupart. Oui, par le mépris de classe, quoi. Exactement. Voilà. Mais même ça, c'est secondaire en réalité. Oui, c'est une façade qui se tient, qui se doit de tenir d'ailleurs. C'est ça, voilà, c'est du damage control, il essaye de sauver les meubles, quoi, en fait. D'un truc qui se casse la figure de partout, quoi. Figurez-vous, c'est même une candidate en Russie, là, Ksenia Sobchak, qui est donc une libérale libertaire totale, mais vraiment une gourde complète, qui était opposée à Poutine. Il y a d'autres. Type Marlène Schiappa. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'équivalent. Pour donner un exemple. Voilà, et il se trouve que elle a passé quelques jours à Paris, mais même elle a dit putain, mais c'est dégueulasse. Il y a des rats partout, il y a des clodos, la cathédrale n'est même pas illuminée la nuit. Donc, je veux dire, et donc elle a fait un message sur Instagram pour dire voilà, en gros qu'elle était choquée par l'état de Paris. Voilà, en fait, fondamentalement, la France est en train de tomber dans la clochardisation. Paris est en train de devenir une poubelle, tout simplement parce que précisément la ville et le pays sont gérés par des incompétents et des malades, des fous, quoi. Je veux dire, Anne Hidalgo manifestement elle a une case en moins, quoi. C'est pas possible autrement. Donc voilà, que fabriquent les grandes écoles aujourd'hui en France? En fait, c'est effectivement alors soit des minorités actives. Alors là, c'est encore autre chose, mais c'est aussi ça. Alors, Laurent Alexandre ne parle pas de ça, des minorités actives. En fait, on a l'impression qu'il suffit de travailler pour réussir là, dans son univers. Alors qu'en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Non. Je veux dire, c'est des lobbies qui choisissent, qui montent. Et c'est le problème du recrutement des élites en Occident, c'est qu'en fait, elles ne sont pas recrutées sur leurs compétences, elles sont recrutées sur leur soumission aux minorités actives. Les divers lobbies, alors lobby juif, franc-maçon, LGBT, etc. C'est les trois plus connus, quoi. Donc à partir, après il y a aussi le lobby anglo-américain, ou les lobbies nationaux, quoi. Les Américains ont des billes à jouer en France. Bref, voilà, on peut faire une liste, je veux dire, c'est infini pratiquement de lobbies. Donc, et en fait, les élites sont recrutées en France sur la base de leur soumission à ces lobbies. Voilà. On peut aussi, voilà, donc à partir de là, je veux dire, le discours de Laurent Alexandre est il essaie de recouvrir le réel par du virtuel. C'est son truc, je veux dire, l'intelligence artificielle, etc. C'est comment recouvrir le réel qui marche, puisque sinon on ne serait pas là, je veux dire, et on n'a pas, comment dire ça, si le réel ne marche pas, il n'existerait pas depuis un certain nombre d'années, quoi. Mais là, le but des gens comme Laurent Alexandre, c'est de recouvrir un réel qui marche, mais qui leur échappe, parce que le réel n'est pas centralisé. Il s'agit de le recouvrir par du virtuel centralisé, qui ne marche pas, on le sait déjà. Mais est-ce qu'ils n'ont pas longtemps cru que le réel était centralisé, justement? Non, il n'est pas centralisé. Oui, il ne l'est pas, mais est-ce qu'eux comptent pas là-dessus, justement, depuis des années, et que, je vais revenir aux Gilets jaunes, et que les Gilets jaunes leur ont fait, le réel est revenu leur mettre une baffe et qu'ils n'attendaient pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une insurrection du réel dans le virtuel. Voilà. Et donc, évidemment, et c'est pour ça que Laurent Alexandre s'insurge contre les Gilets jaunes. Merde, le réel revient par la fenêtre. On essaie de le dégager par la porte et il revient par la fenêtre. Et donc, en fait, parce que tout l'objectif de ces gens-là, de l'ingénierie sociale de haut niveau façon Laurent Alexandre, c'est d'en finir avec le réel. C'est pour ça qu'on va vraiment... je veux dire, les films Matrix, c'est à peine une métaphore.
C'est à peine une métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, les objets communicants et tous ces trucs-là, en fait, vont effectivement permettre d'exterminer, enfin de pouvoir se passer des humains pour faire fonctionner une ville. Une ville pourra fonctionner de manière robotisée. La ville qui s'appelle Sion dans Matrix. Hein. Ah oui, mais alors là, justement, ça donne du grain à moudre parce que, en fait, Sion, c'est précisément ceux qui soutiennent le réel contre la matrice virtuelle. Dans ce film. Donc après bon, on peut comment dire interpréter ça comme on veut quoi. En tout cas bon dans ce film. Message ils ont voulu passer. Oui voilà. Toujours est-il que là en l'occurrence les transhumanistes et l'ingénierie sociale manifestement essaient de nous faire entrer dans un monde où le virtuel l'emportera sur le réel. Pourquoi? Parce qu'en fait le virtuel ça se centralise beaucoup plus facilement. Évidemment après il y a toujours des effets de choc en retour, tout ce qu'on veut, etc. Donc en fait il y a toujours un risque mais le virtuel puisque c'est la main de l'homme qui le met en place. Quand je dis virtuel je pense à l'intelligence artificielle, internet et à ce genre de choses. Tout ça, effectivement, c'est créé par l'esprit humain et donc, en fait, ça ressemble à l'esprit humain qui a besoin de centraliser sa perception des choses et son organisation. Voilà. Mais le réel en lui-même est totalement différent à l'humain et totalement, décentralisé. Enfin, une définition du réel, de Jacques Lacan, c'est le réel, c'est quand on se cogne. C'est-à-dire, c'est ce qui, précisément, en fait, pose une limite à la volonté de puissance. Quelque part, c'est un entrechoc de deux mondes, quelque part. Oui, c'est ça, voilà. En fait, c'est en gros tout ce qui pose une limite à la zone de confort, tout ce qui recrée de l'incertitude. C'est tout ce qui réinjecte de l'incertitude, c'est-à-dire de la limite, en fait. Et vouloir... Donc, on n'est pas maître de ça, personne n'est maître, finalement, des limites. Donc, c'est ce qui garantit, finalement, le caractère démocratique du réel. Personne ne maîtrise les limites. Enfin, je veux dire, quelqu'un peut dire oui, mais moi je. Enfin, bon, il y a des fous qui vont dire moi je suis capable de voler. Bon, ben vas-y, saute par la fenêtre et puis voilà. Donc, en revanche, dans le virtuel, on peut voler, mais il n'y a plus de limite. C'est ça, bien sûr. Voilà. Donc, et en plus, c'est centralisé si on s'en donne les moyens. Donc, ok. Et c'est marrant, tu parles de ça parce que. Justement, nous, quelque part, à notre petite mesure, on met le concret. Donc nous, notre créneau, c'est mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre, c'est-à-dire l'oligarchie. Et beaucoup de ceux qui nous suivent depuis peu, parce qu'on a une chaîne, elle a 1 mois, 2 mois, même pas, depuis le début des Gilets jaunes. Et beaucoup de monde découvre tout ça finalement, alors que malheureusement, c'est un travail qu'il faut faire, c'est un travail de longue haleine de découvrir tous ces mécanismes, ne serait-ce que d'abord individuellement. Quelle solution, à l'heure actuelle, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour se mettre à travailler sur ces questions? Et encore, c'est une fausse question, mais comment faire pour ces gens qui découvrent, qui mettent un pied sur ce qu'on peut appeler le système ou le nouvel ordre mondial à venir, etc. Qu'est-ce que tu as comme conseil, on va dire plus largement, là, vraiment pour les gilets jaunes, là, l'avenir? Bon, je t'ai déjà posé cette question tout à l'heure, mais comment tu le vois plutôt là, de ce point X, là, oui, comment on va évoluer? Oui, j'ai pas répondu d'ailleurs, en fait. Ouais. Donc c'est bien de la reposer, oui. Alors, j'ai plus trop de batterie, donc on va bientôt couper. D'accord. Alors, là, l'avenir un peu des Gilets jaunes et on peut suivre ton travail pour ceux qui nous regardent. Vous tapez Lucien Cerise sur Google, ou les titres de mes livres, Gouverné par le chaos, Neuropirate, Retour sur Maïdan. Neuropirate, ouvrage majeur d'ailleurs. Merci. Et voilà, donc, et pour répondre à la question, en fait, alors, j'essaie toujours de me poser des questions purement pratico-pratiques, purement pragmatiques. Alors, je ne me pose pas la question comment je vois l'avenir des Gilets jaunes, c'est comment je vais fabriquer l'avenir des Gilets jaunes. Exactement. Voilà. Alors, ça me donc, fait c'est très un changement de paradigme. Bien sûr, vous voyez, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir. D'ailleurs, on doit revenir au réel. Chose qu'on est complètement déconnecté dans nos sociétés depuis longtemps. Et là, les Gilets jaunes ont remis le pas dans le réel. Et il s'agit comme tu dis, de construire ce réel à partir de ce qu'on veut.
Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a Frère Thierry qui anime le cercle l'Aréopage qui vient de créer un nouveau site qui s'appelle Retour au réel, justement. Enfin, bon, c'est pour, je mentionne Après, ça parce que retour aux c'est sources. voilà, c'est un site qui vient d'être lancé, donc c'est bon, comment dire, pour faire un peu la promo pour lancer le site, quoi. Voilà. Donc en fait, la question c'est comment va-t-on construire le mouvement dans la durée? Puisque bon, alors je propose le concept de révolution lente qui permet en fait de rester déterminé et concentré sur un objectif, la révolution. Voilà. Mais elle sera lente. Voilà. Et donc à partir de là, il ne faut pas être trop pressé, même si on a envie d'agir. Ce qu'on est tous, j'allais te le dire, évidemment. Voilà. Mais bon, il faut effectivement appliquer des stratégies, des tactiques adapté précisément à un combat de longue haleine. Alors en fait, en même temps, quand je dis ça, il faut savoir que le gouvernement a publié un document l'an dernier. C'est le comité Action publique 2022 qui annonce la fin de l'argent liquide pour 2022. Ouais. Donc en fait, on a 3 ans en réalité. Donc la révolution lente, bon, malgré tout, il faut peut-être accélérer un peu. Ouais, on a 3 ans pour faire tomber le régime. Voilà, puisque si le gouvernement parvient à mettre en application ce vœu, c'est-à-dire la société zéro cash. Donc d'ailleurs pour les gens qui veulent s'informer, qui veulent lire de leurs propres yeux cette énormité, ce cauchemar qui s'annonce, encore une fois on va toujours vers le virtuel. Donc vous pouvez taper commission ou comité Action publique 2022, société zéro cash. Vous allez tomber sur le site, c'est courrier des mairies ou courrier des maires. Et sur ce site donc, officiel aussi là, donc, des municipalités, vous pouvez télécharger le document en PDF. Et vous pourrez lire de vos propres yeux que effectivement le gouvernement de Macron a vraiment l'intention de supprimer l'argent liquide d'ici 2022. C'est très court, nous avons 3 ans. Voilà. 3 ans pour ralentir ou pour faire tomber le régime. Mais en tout cas, 3 ans, on a très peu de temps finalement pour empêcher que ça ne se réalise. Donc ça doit devenir aussi une revendication des gilets jaunes. Ouais. Il faut absolument, mais vraiment appuyer là-dessus à mort. Je veux dire, il faut que ce soit au même niveau de revendication que le RIC, à mon avis. Sachant que bon, le RIC permettrait par exemple de créer des monnaies alternatives aussi, ou des monnaies locales, qui permettraient de contourner. Mais bon, malgré tout, le problème c'est que l'euro resterait une monnaie de référence et une monnaie majoritaire. Et le pouvoir, lui, se dit qu'il a toujours le temps. Et en fait, il se dira, bon bah pour l'instant, notre monnaie virtuelle, notre euro, dont les espèces auront été supprimées, gagnera la compétition un peu évolutionniste des monnaies avec le temps. C'est-à-dire que les monnaies locales, les monnaies alternatives disparaîtront parce qu'elles seront moins utilisées que malgré tout l'euro qu'on payera avec une puce RFID sous la peau parce que c'est ça le but à la fin, c'est de nous pucer comme du bétail ou comme des animaux de compagnie. Donc ça il va falloir le marteler, il faut absolument que ça devienne une revendication, un message d'ailleurs en fait aux porte-parole des Gilets jaunes officiel ou non officiel, parce que Étienne Chouard est un peu un porte-parole non officiel. Quelque part. On parlait de lui tout à l'heure. Il faut absolument que ça fasse partie des 5 revendications des Gilets jaunes, c'est non à la suppression de l'argent liquide. Voilà. Et il faut que ce soit vraiment au même niveau que le RIC. Parce que je veux dire, à quoi ça sert d'avoir notre RIC si on a notre puce dans le cul, enfin bon, pardonnez-moi l'expression, mais non, mais si on est obligé de payer avec de l'argent virtuel, avec tous les effets de traçabilité et les effets même cancérigènes, parce qu'il est bien évident que de toute façon, au bout d'un moment, en fait, cette puce RFID qui nous permettra de payer aura des répercussions sur notre santé. C'est évident, on a des composants électroniques émettant des ondes qui passant à travers la peau. Je suis désolé, ça ne peut pas laisser indemne. Et puis on peut voir leur volonté, encore une fois, de nous sortir du réel et de casser les échanges. Bon. Donc je pense qu'il faut vraiment faire monter ça comme revendication. Au niveau des assemblées de Gilets jaunes. Moi, comme je suis un petit peu sur plusieurs trucs, je n'ai pas intégré un groupe particulier, bon, si ce n'est le vôtre éventuellement aujourd'hui, quoi. Mais voilà. Mais il faut vraiment insister là-dessus, quoi. Bah super, bah écoute, on te remercie en tout cas pour ce très bon échange. On se reverra peut-être à une autre occasion. Plaisir, puis, voilà. C'était en direct, hein, c'est ça? C'était en direct, ouais. Et c'est enregistré aussi ou pas? Oui, moi je vais refaire un montage derrière pour YouTube, etc.
Donc voilà les amis, on espère que vous avez apprécié. On revient peut-être tout à l'heure en direct, on verra. Bonne J'espère que vous avez continuation. apprécié aussi. Oui.